Dans cette vidéo, nous allons parler des réseaux sous Docker. Première des choses à faire, on va se rendre dans le terminal pour pouvoir lancer une machine. Donc c'est les Docker machine. Et on va lancer la machine sur laquelle nous avions installé Docker. Voilà, on vérifie que notre machine démarre bien. Donc on patiente un petit moment, le temps que notre machine Docker démarre. Alors, entre parenthèses, pendant que cette machine démarre, vous avez sur Google, si vous allez à l'adresse Vagrant Cloud, si vous faites une recherche, vous faites juste Mousse 2022, comme ça, je vous ai hébergé une machine, Mousse 2022 Dockerbox, qui permet donc d'exécuter du Docker sur le site de Vagrant Cloud. Alors, on revient sur notre machine. Machine Vagrant Cloud, il faut la trouver. Elle est ici, Docker Machine. Alors, généralement, les machines sous Vagrant, elles portent le nom du dossier dans lequel on les a créées. On va cliquer sur afficher pour voir si le démarrage se fait bien. Voilà. Donc là, nous avons notre machine qui démarre. Alors, entre-temps, on va ouvrir le fichier de cours qui est sur le site, qui s'intitule Les réseaux et les volumes. Et dans ce cours, il y a toutes les manipulations dont nous allons avoir besoin pour comprendre les réseaux Docker. Notre machine semble avoir démarré. Voilà. Donc on patiente un petit moment. Voilà, donc notre machine a démarré. On va se connecter dessus avec Vagrant SSH. Et une fois qu'on s'est connecté dessus, on vérifie bien avec Docker version que le serveur et le client ont bien démarré. Si ce n'est pas le cas, si le serveur, s'il n'y a que le client qui a démarré et le serveur n'a pas démarré, souvenez-vous, sudo usermod, ça c'est au cas où j'ai pas cet affichage, moins ag docker $user, la commande qui va permettre d'intégrer l'utilisateur actuel Vagrant dans le groupe Docker, et new grp Docker. Voilà, et là normalement, si ça n'avait pas marché, si vous refaites Docker version, ça devrait marcher. Voilà, donc déjà là, on a notre environnement de travail qui est prêt. On va pouvoir attaquer les réseaux sous Docker. Alors sous Docker, on peut mettre en place beaucoup de réseaux différents. On va voir les trois principaux aujourd'hui. Donc ici,
on a une première commande qui va permettre d'afficher la liste de tous les types de réseaux existants sous Docker, du moins sur notre machine, hein, avec la commande docker network ls. On revient sur l'invite de commande et on colle un docker network ls. Et ici, on voit qu'on a trois types de réseaux. On a des réseaux de type bridge. Ça, c'est les réseaux avec lesquels on a travaillé jusqu'à présent, c'est-à-dire que quand deux machines pouvaient communiquer entre elles, puisqu'on n'avait pas précisé du tout le type de réseau qu'on a réalisé, c'était des réseaux de type bridge sur lesquels nous avons travaillé. On a les réseaux de type host. Alors ce type de réseau-là, c'est un type de réseau qui entraîne que tous les ports de la machine, du conteneur Docker que l'on va créer, vont être confondus avec les ports de la machine hôte. Donc tous les ports, par exemple, si on crée un conteneur Apache, par exemple, eh bien, si on crée un conteneur Apache qui va fonctionner sur ce type de réseau-là, ça veut dire que tous les ports du conteneur, le port 80 par exemple, va être directement affecté au port 80 de la machine hôte. Il y a les réseaux de type non, nul. Ça, c'est un type de réseau qui entraîne qu'on crée un conteneur qui ne peut pas communiquer avec l'extérieur. On ne veut pas d'un conteneur qui puisse être accessible via le réseau. Généralement, ce type de réseau-là peut être utilisé, par exemple, par les orchestrateurs, c'est-à-dire les, euh, les produits de genre Kubernetes. Voilà. Donc on va voir un petit peu ces réseaux-là pour comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors on revient sur notre document, on va le suivre. Alors maintenant, pour afficher les caractéristiques d'un réseau, par exemple, ici, j'ai envie d'avoir les caractéristiques du réseau de type bridge qui est ici. Bien, il suffit tout simplement d'utiliser la commande suivante, ici, docker network inspect bridge. Je récupère cette commande, voilà. On revient sur l'invite de commande et on colle docker network inspect bridge. Je valide. Et là, on va avoir toutes les caractéristiques concernant ce réseau-là. Par exemple, en particulier, ici, on a le sous-réseau auquel est associé ce réseau de type bridge. Ça veut dire que toutes les machines que nous allons créer par rapport et qui seront affectées à ce réseau de type bridge, c'est-à-dire à ce réseau qui a pour nom bridge, eh bien, seront sur le réseau 172.17.0.0/16. La gateway, ce sera 172.17.0.1. On peut le vérifier, hein, il suffit de venir ici. Par exemple, lorsque j'écris, hein, on va créer ensemble une machine. Alors si je fais docker run -itd -nem, on va l'appeler machine 1. Comme on ne va plus en avoir besoin, dès qu'on arrêtera la machine, on souhaitera qu'elle soit détruite. Donc on va écrire -rm. Et on va faire en sorte qu'elle fasse fonctionner une image nginx. Et là, on précise rien du tout. On ne précise pas sur quel type de réseau on souhaite que cette machine fonctionne. Donc par défaut, ça va être sur le réseau de type bridge. On valide. Donc il va nous charger une image de type nginx.
Voilà, je fais un clear, je fais un docker ps pour m'assurer que ma machine fonctionne bien. Et si je fais un docker inspect machine 1, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la machine appartient au réseau de type bridge. On constate qu'elle est bien dans le réseau 172.17.0.0/16 et donc la gateway, la passerelle, c'est 172.17.0.1, que l'adresse IP qui lui a été affectée, c'est 172.17.0.2. Alors, entre parenthèses, on voit en fin de compte que la première adresse qui est affectée à cette machine, c'est la machine qui est juste au-dessus de la passerelle. Donc ça, c'est important de comprendre que la première machine qui démarre sur le réseau de type bridge va se voir affecter la première adresse. Supposons que je refasse une autre machine. Je vais rappeler la commande machine 2, docker run -itd -nem machine 2 -rm -inx. Je valide. Je vais faire un clear. Si je fais un docker ps, j'ai la deuxième machine qui fonctionne. Cette machine, si je fais un docker inspect machine 2, je constate qu'elle est bien sur le réseau bridge, de type bridge, qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait le Docker Network LS. Elle a tel gateway, elle est sur le réseau bien sûr 172.17.0.0/16, et que son adresse IP c'est 172.17.0.3. Donc on voit que c'est la deuxième adresse qui lui a été affectée. Et de plus, si je fais un IP ADDR sur ma machine, je vais bien avoir ici Docker 0 172.17.0.1 qui est la passerelle. Ce qui veut dire que les deux machines que je viens de créer ici, ces deux machines-là, la machine 1 et la machine 2, communiquent entre elles par le biais de Docker 0 qui est la passerelle. Et donc, on voit que lorsqu'on ne précise pas à quel réseau elles appartiennent par défaut au réseau de type bridge. On va maintenant arrêter toutes les machines que l'on vient de créer avec la commande docker stop $docker ps -aq. Voilà. Si je fais un docker ps, la machine n'existe plus. Si je fais un docker ps -a, normalement les deux machines de tout à l'heure ont disparu puisqu'on les a créées avec le paramètre -rm. Donc voilà pour comprendre un peu plus clairement ce réseau de type bridge. Alors maintenant qu'on a compris le réseau par défaut, supposons que je souhaite créer un autre réseau de type bridge qui est différent de celui qui existe. Si je reviens ici, si je fais un docker network ls, si vous réaffichez l'ensemble des réseaux qui existent, j'ai le réseau de type bridge ici, mais je veux en créer un autre qui ne soit pas celui qu'on me propose par défaut. La commande, c'est docker network create -driver bridge app-net. Je fais un CTRL-C, je vais taper la commande docker network create -driver, je précise le driver que je vais utiliser, c'est bridge, et le nom du réseau, ce sera app-net. Je valide. Si je fais un docker network ls, je constate que le réseau app-net existe bien dorénavant. Et si je vais l'inspecter, ce réseau docker network, docker inspect app-net, je vais inspecter ses propriétés, donc j'obtiens un fichier dans lequel j'aurai le subnet qui sera 172.18.0.0 et un autre gateway. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des adresses qui diffèrent de ce que j'ai ici.
Donc voilà comment on crée un nouveau réseau de type bridge. Alors pour les afficher, on vient de voir comment on procède, hein, et pour avoir les caractéristiques du réseau, on vient de faire la commande. Et pour pouvoir créer maintenant des conteneurs connectés au réseau fonctionnant en mode détaché, en interactif et en mode terminal au réseau app-net que je viens de créer. Donc ici, on va utiliser la commande docker run pour pouvoir créer un conteneur, -dit pour le faire fonctionner en mode détaché, interactif et terminal, -m app1, et on donne un nom au conteneur, -network app-net. Ici, on dit à quel réseau on va l'affecter. On va utiliser une Alpine. Alors souvenez-vous, ça c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir avoir une distribution Linux dans laquelle il y aura tous les outils réseau. Donc quoi de mieux que pour un cours sur les réseaux Docker. Et on lancera la commande ASH. Alors, on va sélectionner ça, mais alors attention, on va faire un copy. Ici, on va faire un copy, coller, et on va faire un clear ici. On va coller la commande ici, tout simplement, si elle veut bien se coller. Voilà, on la valide. Et on va faire exactement la même chose. On va créer un deuxième conteneur, dockerlan-dit, -m app2, -network app-net, alpine, ASH. On fait un CTRL-C et on va coller à ce niveau-là. Voilà. On fait un docker ps. On a les deux machines qui sont fonctionnelles. Si je fais un docker inspect app1, une des deux machines par exemple, je constate qu'elle appartient au réseau app-net, qu'elle a l'adresse IP 172.18.0.2 qui est bien sur le réseau du réseau app-net, et ce sera exactement la même chose pour la deuxième machine. Voilà comment est-ce que on crée un nouveau réseau de type bridge. Alors ce qu'il y a ici, l'adresse réseau lui a été affectée de manière aléatoire. On va voir comment on peut aller plus loin. On revient à un autre document pour afficher la liste des conteneurs en exécution, ce qu'on a fait pour obtenir la liste des conteneurs attachés au réseau. Alors, ça c'est pas mal puisque tout à l'heure on a inspecté les conteneurs. Maintenant, on peut inspecter le réseau qu'on a créé. Si on revient ici, alors je vais faire un clear. Si je fais un docker ps, ici, on a les deux conteneurs qui fonctionnent. Et si je fais un docker network ls, eh bien, ici, on a l'ensemble des réseaux que nous avons créés. Alors, si j'inspecte ce réseau, il suffit de faire un docker inspect, docker inspect app-net. Je valide. Eh bien, je constate que on me donne dans la section conteneur l'ensemble des conteneurs qui sont affectés à ce réseau. On a bien le conteneur app1 et le conteneur app2 qui appartiennent à ce réseau. Donc on voit que le docker inspect, il est intéressant de l'utiliser parfois sur le réseau, puisque sur app.net, on aura tous les conteneurs qui lui appartiennent. Ensuite, si je vais un petit peu plus loin, donc on voit ici que on a différentes commandes, hein, par exemple pour s'attacher au conteneur et pinguer les autres conteneurs attachés au réseau ainsi qu'Internet, pour voir que les conteneurs communiquent bien entre eux et pour voir que on communique bien avec Internet. Et là, on a une commande intéressante. On va voir que le fait que l'on ait créé le réseau app-net,
ça nous donne quelque chose en plus par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Donc première des choses, on va d'abord s'attacher au conteneur app1 que l'on a créé. On revient ici, on va faire un clear. Je vais coller cette commande. Docker conteneur attache app1. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le conteneur app1. On le fait revenir au premier plan, ce qu'on avait vu dans les cours précédents. Ensuite, on va pouvoir voir est-ce qu'on peut pinguer l'autre machine app2 via son nom. Comme ici, ping app2. Si je fais un ping app2, ça c'est intéressant, je vois que je peux pinguer la machine app2 avec son nom. Voyons pourquoi je peux faire ça. Alors si je vais sur cat/etc/hosts ici par exemple, est-ce que le app2 est ici? Donc on voit que ce n'est pas lié au fichier host. Ça doit être lié tout simplement à un DNS que nous fournit le réseau app-net sur lequel on a connecter notre machine. Donc ça, c'est super intéressant de comprendre que lorsqu'on crée notre propre réseau, eh bien, on a la possibilité de faire communiquer les machines via leur nom, ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire sur ce qu'on avait fait précédemment. Alors, ensuite, si maintenant, on vient ici et on tente de pinguer une adresse sur Internet. On fait ça. Je viens ici, je ping une adresse sur Internet, ping www.docker.com, ça marche. Ça c'est bien. Alors, voyons un petit peu, il y a un fichier qui s'appelle etcresolve.conf sous Linux, conf, et dans ce fichier, on a le serveur qui est utilisé. Donc c'est 127.0.0.11. C'est ce serveur-là qui est défini dans ce fichier-là. Ce n'est pas obligatoirement celui-là qui nous permet d'aller sur Internet. Donc on voit une chose, c'est que lorsqu'on crée un réseau de type bridge, plusieurs choses se mettent en place. Un petit serveur DNS qui permet aux machines de communiquer entre elles, en quelque sorte, par leur nom. Et de plus, on peut aller sur Internet sans que les configurations du fichier resolve.conf et le fichier etc host, alors fichier etc host qui est ici, ne soient touchés. Alors, on va maintenant faire la commande CTRL plus PQ, c'est-à-dire que vous revenez ici, ça permet de sortir du mode détaché, ça veut dire que j'appuie sur la touche CTRL du clavier, P et Q. Voilà, ça permet de sortir du conteneur sans l'arrêter. Alors je peux faire exactement les mêmes manipulations avec l'autre conteneur pour vérifier que ça marche dans les deux sens. Je vais tout simplement coller la commande docker conteneur attache app2. Et je vais pinguer le conteneur app1 pour être certain que le petit DNS qui a été mis en place par défaut fonctionne bien, ça marche. Donc j'arrive à pinguer le app2. On peut également, bien évidemment, pinguer Internet. Là, ici. Et on va coller. Je pingue bien Internet, CTRL-C pour arrêter. Voilà. Et la commande CTRL-PQ pour pouvoir sortir du conteneur. CTRL-PQ. Il faut chercher, bien évidemment, c'est CTRL, on a dit, PQ. Voilà, il ne faut pas lâcher le CTRL-PQ. Voilà, donc on voit qu'il est possible de pouvoir pinguer Internet. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va arrêter les conteneurs avec docker conteneur stop app1, app2. On fait comme ça. Voilà. On va ensuite supprimer les conteneurs. Que
les conteneurs s'arrêtent. On va les supprimer. Et on va supprimer le réseau qu'on a créé, le réseau app.net. On le supprime et on va vérifier que le réseau a bien été supprimé et qu'il ne nous reste que les réseaux qui existaient auparavant. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer à comment est-ce qu'on publie des ports. On l'a déjà vu un petit peu ensemble, on le revoit parce que ça fait partie du réseau. Donc la commande Docker conteneur ou Docker run, hein. Bon, là on précise un petit peu le contexte sur lequel s'appliquent les commandes. Docker container run, -m nginx, on va créer une machine qui s'appelle nginx, conteneur, hein, en mode détaché interactif et terminal, et on va mapper le port 8080 au port 80 de NGI, au port 80 du conteneur. Et on va faire fonctionner l'image nginx. Alors il faut bien comprendre que le port 80 qui est ici, lui, il s'agit du port sur lequel va fonctionner nginx dans le conteneur. Donc ce qui est sur la droite, ici, est un port qui est affecté au conteneur. Et 8080, c'est le port de la machine hôte, c'est-à-dire de Vagrant, hein, sur lequel sera mappé le port 80 du conteneur. Donc ici, on va récupérer cette commande-là. On va l'exécuter. On fait un docker ps. Et là, ça permet de contrôler que sur le port 80 de la machine haute, c'est-à-dire de la machine Vagrant, quelle que soit l'adresse réseau, c'est-à-dire avoir une machine qui peut avoir plusieurs adresses réseau, eh bien, on a ce port qui est mappé au port 80 de la machine. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que si, je vais faire un cœur plutôt ici, hein, si je suis sur la machine haute et que je fais, donc sur la machine haute, sur la machine Vagrant, et que je fais cette commande-là, curl http://localhost 2.8080, on a bien accès au serveur nginx, et ça veut dire que si je rentre, si je fais un docker exec -it, je vais rentrer dans la machine nginx bash. Si je rentre dans la machine nginx, ça revient à faire curl http://localhost 2.80. C'est-à-dire que, en fin de compte, le fait de faire dans le conteneur curl http://localhost 80. Alors je vais faire un CTRL-C à ce niveau-là. Voilà. Donc le fait de faire ça dans le conteneur, je fais un exit, hein, ça revient à faire ça sur la machine haute. C'est ça que veut dire le mappage de port pour bien comprendre. Et quand on fait un mappage de port, ça veut dire que lorsque je fais ça sur la machine, hein, j'utilise le port 8080, ça revient à faire ça sur la machine, le conteneur Docker. Voilà, donc pour comprendre un peu cette histoire de mappage de port, alors on va récupérer le nom du serveur nginx et on récupère son adresse IP. Donc là, on va aller inspecter un petit peu notre serveur nginx. Hein. On va aller l'inspecter pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce serveur. On va faire un nginx. Alors on voit déjà à quel réseau il appartient. Ici. Donc c'est le réseau bridge, hein, par défaut. On va essayer de remonter un petit peu plus haut là. Voilà. Et pour voir un petit peu au niveau des ports, où est-ce qu'on nous explique ce mappage de ports? Eh bien, on le voit ici. On voit ici que le port 80 du conteneur est mappé au port 8080 du
de la machine hôte, host port. C'est très important de pouvoir voir les choses dans le fichier. On voit qu'on est sur le réseau de type bridge. On voit que il est mappé sur le port 8080 par rapport aux adresses IP de type IPv4 et au port toujours 8080 par rapport aux adresses IP de type IPv6. Alors, il faut savoir que pour les réseaux, il y a ce qu'on appelle les adresses IP de type IPv4, c'est ceux qu'on a vus jusqu'à présent, 172.17.0. quelque chose, et il y a les adresses IP de type IPv6. Ces deux types d'adresses peuvent être affectés à une machine. On en reparlera un petit peu ultérieurement pour savoir ce que c'est, sachant que j'en ai pas besoin dans ma formation. Voilà, donc ça nous a permis d'inspecter le contenu. On descend un petit peu plus loin et donc ce qu'on va faire, si je suis le document, on va tout simplement faire un clear ici. On va faire un docker stop NGINX. On va arrêter ce conteneur NGINX. On n'en a plus besoin par rapport à ce qu'on était en train d'expliquer. On va faire un docker rm NGINX. On va supprimer le conteneur NGINX. On a une autre façon de mapper les ports, c'est d'exposer un port à un numéro aléatoire. Alors on peut utiliser cette commande, on va peut-être rappeler la nôtre ici, on va rappeler la commande avec laquelle on avait créé, voilà, ici, et on va la modifier, c'est-à-dire au lieu de faire ça ici, je vais faire moins grand P à ce niveau-là, et je valide. Ça, si je fais un docker PS maintenant, je constate une chose, c'est que cette fois-ci, c'est un port aléatoire qui a été de la machine hôte, qui a été affecté au port 80 du conteneur NGINX. Alors, ce paramètre moins grand P, on peut l'utiliser qu'à certaines conditions. Il faut impérativement que le Dockerfile qui a permis de créer NGINX, on est spécifié à l'intérieur de ce Dockerfile que cette image va pouvoir utiliser ce paramètre. On reviendra un peu là-dessus ultérieurement. Donc, ici, si on revient sur notre document, donc là, c'est ce qu'on a fait le Docker PS, et là, il faudra faire un curl du port aléatoire. Là. On sélectionne, alors bien sûr, il faudra vérifier que c'est bien ce port-là qui a été affecté, c'est bien le cas. Hein. Donc c'est curl http://localhost 32768. Si ce n'est pas le cas, il faudra changer le numéro de port et on voit que ça marche. Donc voilà une autre façon d'exposer les ports. On va supprimer maintenant les conteneurs. Alors on va faire un docker rm nginx-f. Donc voilà, là on vient de voir les réseaux qui existent. On vient de créer un réseau de type bridge. On vient de voir les notions d'exposition de ports. On va aller un petit peu plus loin. On va voir comment est-ce qu'on peut configurer le DNS. Alors, on peut configurer le DNS d'une machine avec la commande suivante. Docker, conteneur LAN, -m, on va créer la machine app1, -it, on va rentrer dans la machine, -DNS, 8.8.8.8, on va donner le nom de l'image et le nom de la commande que l'on souhaite lancer. Alors on y va, on fait ça, voilà. Et le fait d'avoir fait ça, on va voir ce que nous a permis de faire cette commande. Cette commande, si on va vérifier le contenu du fichier resolve.conf, qui est le fichier qui, sur certaines machines Linux, permet de définir le DNS. Et si je viens ici, hop, je valide, on constate que cette fois-ci, le serveur DNS, eh bien, c'est celui qu'on a défini ici. Voilà comment est-ce qu'on peut définir un serveur DNS. Alors, ce qu'on va faire, on va
sortir. On va supprimer la machine APP1. Alors, là, on voit qu'on peut définir le serveur DNS pour une machine particulière, pour un conteneur particulier. Par contre, on peut le faire d'une manière beaucoup plus globale en touchant au fichier de configuration daemon.json, qui est un fichier de configuration qui est utilisé par Docker. Alors pour ça, on va afficher ce fichier qui est très utile, on verra ultérieurement. On l'utilise beaucoup dans Docker. On va coller, c'est pas bon. Donc je vais aller rechercher la commande. CTRL-C et on colle. Voilà. On va rentrer dans ce fichier qui est vide et on va aller se rechercher cette instruction. Comme ça. On va la coller. Donc rien de spécial, c'est un JSON dans lequel on a clé, valeur. La clé c'est DNS et la valeur voilà, qui va lui être associée, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite que dorénavant, toutes les machines que l'on va créer utilisent ce DNS. Tous les conteneurs qu'on va créer. On sauvegarde, on vérifie qu'on a bien réalisé la modification. On va doucement quand on travaille pour s'assurer de chaque étape. C'est bon, on n'a pas fait de faute d'orthographe et on va redémarrer Docker avec sudo systemctl restart Docker pour que la nouvelle configuration de Docker soit prise en compte. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement démarrer deux machines, machine APP1 et une machine APP2 avec la Alpine. Alors, on les démarre. Hop. On va en démarrer une seule, on n'est pas obligé d'en démarrer deux. On va démarrer une seule. Voilà. Et là, si je fais un cat/etc/resolve.conf, eh bien, on voit que sans préciser le DNS comme je l'avais fait ici, ça c'était de manière individuelle que je définissais un DNS pour une machine, le fait que j'ai fait la modification de manière globale dans un fichier de configuration pris en compte par Docker, ça entraîne qu'à partir de maintenant, toutes les machines que je vais créer utiliseront ce serveur DNS. Voilà, donc on va sortir de là, on va faire un clear, on va supprimer la machine APP1, alors on va faire -F pour forcer la suppression. On va re-rentrer dans le fichier daemon.json qui est ici, alors avec un nano, ici sudo nano, on re-rentre dans ce fichier et CTRL-K pour supprimer tout ce qui est à l'intérieur, on le sauvegarde, on vérifie bien qu'il n'y a plus rien dans ce fichier et on va redémarrer Docker, on rappelle la commande, sudo systemctl restart Docker, pour que ce soit pris en compte. Voilà, donc là, on a vu un certain nombre de choses qu'on pouvait faire avec le réseau Docker. On va aller un peu plus loin. On va voir comment on peut attribuer une adresse réseau à un réseau et des adresses IP fixes à des autres, puisque jusqu'à présent, tout s'est fait de manière dynamique. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un réseau, Docker Network Create, un réseau de type bridge, -- driver bridge, qu'on va appeler app-net, app-net, mais cette fois-ci, le réseau, on souhaite que ce soit un réseau qui soit un réseau que nous, on va définir, qui sera 172.10.0.0/16. Alors attention, quand c'est un réseau qu'on définit, ce n'est pas une adresse IP, eh bien, ça veut dire que l'on utilise la plus petite des adresses qui, elle, commence par 0. Donc ça veut dire que l'adresse 00 ne peut être affectée à aucune machine. Ça, c'est l'adresse du réseau. Alors, on récupère tout ça, hop, comme ça. Et on va aller se créer notre réseau. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir gérer nos adresses IP. Si je fais un Docker network
Et là, on constate que le réseau app.net a été créé. Si je fais un docker inspect app-net, eh bien, on constate que, effectivement, on va avoir le réseau 172.10.0.0 qui a été créé. Comment je peux affecter des machines à ce réseau et leur donner des adresses IP fixes? On l'a juste en dessous, là. Dockerlan -dit -m app1, on va créer une machine app1. Cette machine app1, on va l'affecter au réseau app-net. On va lui donner une adresse IP fixe, -IP 172.10.1.2, puisque il suffit de remplacer les 00 là par un chiffre quelconque. Et alpine.sh. Ça veut dire généralement, quand on a ce type de réseau, 172.10.0.0/16. 16, ça signifie que les 16 premiers bits vont être affectés au réseau. Souvenez-vous du cours que je vous ai fait. Ça, c'est 1 bit, ça, c'est 8 bits. Le 10, c'est 8 bits. Donc 16, c'est jusqu'ici. Ça veut dire que ce que je viens de sélectionner, c'est la partie réseau qui ne bouge jamais. Et les dernières parties qui sont ici, ce sont des parties qui sont affectées à l'adresse IP. Ça veut dire l'adresse IP de la machine. C'est ça qui va bouger. C'est pour ça que ici j'ai fait 1, 2. Je peux affecter des chiffres. Ici, le 0 peut être remplacé par un chiffre entre 0 et 254. Et ici, ça peut être remplacé entre 1 et 254. Donc là, j'ai donné une adresse IP et je vais démarrer ma machine. Je colle. J'ai une machine qui démarre. Et ici, j'ai une autre machine, même chose, auquel j'ai affecté une adresse IP fixe. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette fois-ci, on a un contrôle total sur notre réseau. Si je fais un docker inspect app-net, on a bien deux conteneurs qui sont affectés à ce réseau. Le conteneur 172.10.1.3, le conteneur 172.10.1.2. Voilà. Clear, ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut se connecter à un docker exec on peut faire un docker inspect app1. Si je fais un docker inspect app1, j'ai bien l'adresse IP de la première machine. Et si je fais un docker inspect app2, j'ai bien l'adresse IP de la deuxième machine. Donc voilà comment est-ce que l'on peut créer un sous-réseau auquel on attribue l'adresse que l'on souhaite et des conteneurs auxquels on attribue les adresses que l'on souhaite. Donc là, on a un contrôle total sur nos machines. Allez, docker rm app1 et app2 -f. Voilà. Et puis, on va faire également un docker network rm et on va supprimer le réseau app-net. On fait le ménage quand on se forme pour pas qu'il y ait de problème. Alors, on va voir un petit peu le fichier host, le fichier qui va permettre d'ajouter des hôtes. Alors, pour comprendre cette notion de hôte, on va venir ici. On va venir, par exemple, je vais récupérer. Je ne sais pas si j'ai un exemple en bas d'abord. Il venez ici. Ok. On vient ici. Alors, on va prendre ces deux lignes-là. Je vais, comme ça, je vais les compléter ici. Hop, je vais faire ça. Je vais récupérer la deuxième ici. Cette ligne-là. Bon, vous allez les trouver dans le fichier original. Sans que vous ayez besoin de faire ça. Ça m'embête parce que ça l'écrit sous une autre. Je vais faire ça, comme ça. Il ne veut pas me faire la casse que je souhaite.
c'est libération strif 15. On va faire la même chose. C'est... Voilà. Alors, on va juste supprimer le network et l'IP ici, ça j'en ai pas besoin. Et on va supprimer le network et l'IP, ça j'en ai pas besoin. Et donc là, ce qu'on va faire, on va, et app2 ici par contre, hein. Donc on va récupérer cette première commande pour aller créer une première machine app1. Et on va récupérer cette deuxième commande et on va créer une autre machine app2. Voilà. Je fais un clear, je fais un docker ps et on constate que j'ai bien deux machines app1 et app2 qui fonctionnent en mémoire. Je vais me connecter à la machine app1 docker exec -it app1 ash. Voilà. Ici, si je fais un IP ADDR, j'ai bien évidemment l'adresse IP de ma machine. Donc je suis sur la machine app1. Si je fais hostname, le nom de la machine, c'est un nom un peu rébarbatif, hein. Donc là, il aurait déjà été intéressant de lui donner un nom d'hôte à la machine. Donc on va sortir de là. On va faire un clear. On va faire un docker rm app1 et app2. Avec un "-f", hein, pour supprimer. Et là, on va rappeler la première commande. On va commencer comme ça. Là, ce qu'on va faire, la première commande, alors docker run -dit -m app1. Et là, on va faire hostname app1. Voilà. On va rappeler la deuxième. Docker run -dit -m app2. Et on va faire hostname app2. Voilà. On fait un docker exec -it app1 ash. Et si je fais un cat /etc/resolve.conf, donc là, ça c'est le DNS. Donc il y a une adresse IP qui a été affectée, mais si je vais voir, si je tape hostname cette fois, si je tape hostname, on voit que l'hostname c'est app1. Donc le fait d'utiliser la commande hostname, ça permet de donner un nom au conteneur que l'on crée. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc c'est à ça que sert la commande hostname. Voyons si à partir de la machine app1, je peux pinguer la machine app2. Ping app2. C'est pas possible. Je ne peux pas pinguer la machine app2. Alors je vais faire un exit. Je vais faire un docker ps. Les machines sont encore là. Alors, si je fais un docker inspect app2, la machine app2, elle a pour adresse 172.17.0.3. Et donc, on se dit, bah, tiens, moi, mon problème, alors si je fais un docker ps ici, on se dit donc, la machine app2, elle a pour adresse 172.17.0.3. Et la machine app1, elle a pour adresse 172.17.0.2. Comme on souhaite à partir de app1 pinguer app2, alors, sachant qu'on a utilisé le réseau bridge par défaut, donc on se dit on va aller toucher au fichier host. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va rentrer, donc on va faire un docker exec -it app1 ash. Je rentre dans le fichier et je fais un cat /etc/hosts. Dans ce fichier host, j'ai bien la correspondance entre la machine app1 et son adresse IP. Donc ça me permet ça de faire un ping app1,
Enfin, je ping la machine elle-même, mais ce n'est pas ce que je veux faire, je veux pinguer l'autre machine. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une ligne à ce fichier. Donc on va faire echo 172.17.0.3 pp2, c'est-à-dire que je veux rajouter cette correspondance-là, la correspondance entre la machine app2 et son adresse IP, je veux la rajouter au fichier /etc/host. Je valide, je fais un cat /etc/host, comme ça, et j'ai bien rajouté cette correspondance. Donc si maintenant je tente de faire un ping app2, ça va marcher puisque dans le fichier host, je le répète, c'est un fichier qui va permettre de faire de la résolution de nom d'adresse IP de manière statique. C'est un fichier qui existe aussi bien sur Windows que sur Linux. On l'utilise pour faire des petites manœuvres en laboratoire comme ce que je suis en train de faire en formation. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est bon, le problème est résolu. Donc, ce que je vais faire, et puisque c'est résolu, je vais carrément arrêter toutes mes machines. Je vais arrêter la machine stop app1 et je vais arrêter la machine app2. Voilà, donc j'ai arrêté mes machines. Bon, si je redémarre mes machines, alors si je fais un docker start app1, si je fais un cat /etc/host ici, alors ça c'est la machine locale, hein. Donc il faut se connecter à la machine app1. Alors docker exec -it moins it, c'est docker start, pardon. C'est ça, donc docker exec, hein, on a dit, hein, moins it app1 et je me connecte à la machine en ASH, pas en bash. Voilà, donc si je fais un cat /etc/host ici, donc là, on constate que la configuration, elle a disparu. Ça veut dire que ça ne marche pas, le fait d'aller modifier quelque chose hein, dans le fichier directement dans le conteneur. Donc la configuration a disparu, elle n'est pas conservée. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va faire docker rm app1 app2 -f, on va tout supprimer, et on va cette fois-ci aller utiliser cette instruction-là, ici. Cette instruction-là, on va l'utiliser pour modifier le fichier host à la construction du conteneur. On clique ici, ne validez pas, on va revenir devant le nom de la machine, et là, on va tout simplement ajouter cette option-là. On va mettre app1, app2, l'adresse IP, alors il faut s'en souvenir, 172.17.0.3. Donc ça veut dire que dans le fichier host de app1, je souhaite qu'il me rajoute cette correspondance-là. Et je valide. Voilà. Et même chose pour app2 ici. Je souhaite que pour app1, il me rajoute cette correspondance-là. Correspondance entre app1 et app2. Et là, si je rentre dans le fichier docker exec -it app1 et si je fais ASH, si je fais cat /etc/host, comme ça, j'ai bien la correspondance qui a été rajoutée. Je peux, à partir de app1, pinguer app2.
ça marche. Si je fais un exit, je fais un clear, si je supprime ma machine Docker RM à pp1, -f, non, si je l'arrête, pardon, Docker stop à pp1, alors si j'arrête ma machine à pp1, et si je la redémarre, Docker start à pp1, eh bien, si je rentre dans cette machine, Docker exec it à pp1 ash, si je rentre dans cette machine, si je fais un cat /etc/hosts, comme ça, c'est pas ça, c'est etc. Hein. Là, j'ai bien la correspondance qui a été conservée. Donc, voilà comment on fait pour ajouter des hôtes. Donc, Docker, supprimer les deux machines, app2-f. Supprimer deux machines. Voilà pour cette partie-là. Voilà comment on fait pour ajouter des enregistrements dans le fichier host d'un conteneur Docker. Alors, pour les autres types de réseaux, Docker Network LS, j'ai le réseau de type host. Voyons comment ça fonctionne. Docker, on va aller se récupérer une machine. Voilà, on va prendre celle-là. On va supprimer ce qu'on avait fait. Donc, on va prendre par exemple app1. Donc, Docker run -dit, -m app1, alpine ash. Et là, on va préciser le driver, hein, driver égale host. Comme ça. Alors, parlons, c'est un Docker Network LS ici. Donc là, je vois que j'ai les réseaux de type host. Je vais faire un Docker, si je rappelle, une commande qu'on avait utilisée pour créer un conteneur. Par exemple, celle-là. Donc ici, on avait Docker run -dit, -m app1, alpine -ash. Et on va la connecter à ce réseau-là. On va faire -network. Et on va la connecter au réseau de type host. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord si je fais un cat, si je fais un docker inspect et si je fais app1, on voit que je suis sur un réseau de type host. Il n'y a pas d'adresse IP qui a été affectée. Ça, c'est intéressant. Voyons ce que ça suggère exactement. Alors, je vais peut-être... On va d'abord supprimer. Alors, Docker RM app1-f. Et on va plutôt recréer... On va rappeler la commande, voilà. On va plutôt recréer, pas avec Alpine, mais avec NGINX, avec un service qui fonctionne. Donc Dockerlan -dit, -m app1, le réseau ce sera de type host et qui fera fonctionner le serveur NGINX. Si je fais un Docker PS, donc j'ai bien app1 qui fonctionne. Si je fais un Docker inspect app1, je suis bien sur un réseau de type host, mais si je fais ici, si je fais un curl sur ma machine http://localhost, si je fais ça directement, sans avoir fait de mappage de port, hein, on voit ici, hein, on voit que ici, j'ai bien juste indiqué le type de réseau auquel j'affecte app1, et directement, quand je fais un curl, sans faire de mappage de port, et en faisant juste un curl ici, ce qui passait mon curl, voilà, ici, eh bien,
j'ai tout de suite accès à tout ce qui fonctionne dans le conteneur. Donc ça veut dire qu'un réseau de type host, c'est un réseau qui va permettre de faire en sorte que tous les services qui vont fonctionner dans le conteneur, bah, c'est comme s'ils fonctionnaient sur la machine. C'est ça un réseau de type host. Ça peut être intéressant quand, par exemple, sur une machine Vagrant, on veut installer un conteneur et on veut accéder directement au service de manière distante. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, si je fais directement ici, si je fais par rapport à cette machine Vagrant, si je viens ici et je fais bouton droit sur ma machine configuration, si je vais sur réseau, dans l'adaptateur NAT, dans avancé, si je fais redirection de port, et si je redirige le port, alors la machine haute c'est 127.0.0.1, si je redirige le port 80 sur le port 80 ici, voilà comme ça, je fais ça, je fais ça. Si je fais un, j'envoie mon navigateur et je fais http localhost directement, voilà, j'ai affaire au service NGINX, sachant qu'il ne faut pas que le port 80 soit occupé sur votre machine locale, hein. Sinon il faudra, ça risque de ne pas fonctionner, donc sinon arrêtez le port 80 sur votre machine locale. Donc voilà ce que c'est que les réseaux de type host. Les réseaux de type host permettent d'affecter directement à la machine physique tous les ports du conteneur. Alors donc on va supprimer Docker RM, NGINX, on va le supprimer, non c'est pas NGINX, c'était APP1, on va le supprimer directement. Et on a les réseaux de type non, hein, si je fais par exemple Docker Network, si je fais un LS, pour les réseaux de type non, donc là, si par exemple je veux créer un réseau de type non, donc je rappelle la commande et je veux directement ici, je vais faire -, network, je vais faire non, je vais faire -p 80 80 2.80 par exemple, hein. J'envoie tout ça, je fais un docker inspect. Si je fais un docker inspect app, hein, on voit que je suis sur un réseau de type non, qui n'a pas d'adresse IP, que si je fais un curl http localhost 2.80.80, voilà, je n'y arrive pas. C'est pas possible, malgré que j'ai tenté de faire un docker PS, malgré que quand je l'ai créé, j'ai tenté un mappage de port ici. Et donc là, c'est-à-dire que là, c'est une machine avec laquelle on n'a pas accès au réseau du tout. Pour pouvoir travailler, il va falloir faire un docker exec -it app1 bash, hein. Il faut se connecter à la machine. C'est là où on peut faire un curl http localhost. Alors si curl existe, je sais pas. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc là, c'est ça les réseaux de type non, hein. On ne peut pas accéder à la machine via le réseau, c'est pas possible. Donc ici, on fait un docker rm app1-f pour supprimer. Voilà pour ce dernier type de réseau de base. Il y a les réseaux qui fonctionnent avec en cluster comme Docker Swarm, mais ça, ce sera ultérieurement dont on en parlera. Toujours au niveau des réseaux, il y a ce qu'on appelle la notion de lien entre conteneurs. Alors ici, nous allons voir comment on peut relier deux conteneurs entre eux. Pour cela, nous allons créer un deuxième conteneur pour une image PHP et nous allons relier ce conteneur au conteneur créé précédemment avec MySQL. Ça, on l'avait déjà fait antérieurement, mais cette fois-ci, dans le cadre de la formation sur les réseaux, on va aller un petit peu plus loin. D'abord, on va créer un conteneur pour Apache et PHP.
Alors, from Ubuntu, bon, on ne va pas rester sur la 16, je vais corriger et mettre la 16. Donc, from, c'était une instruction qu'on avait vue lorsqu'on veut construire un fichier euh, Dockerfile, hein. Donc, l'instruction from. Ici, on voit une autre instruction, l'instruction mainteneur. Mainteneur, c'est une instruction qui va permettre de définir la personne qui va maintenir cette image. ENV Debian Frontend non interactif, c'est pour éviter qu'il y ait des questions qui soient posées lors de la construction de l'image. Run apt-get update. Donc là, ça veut dire qu'on va mettre à jour la liste des référentiels. Et au lieu d'écrire cette instruction sur une deuxième ligne, je l'écris sur la même ligne avec le hexa. Ça permettra d'avoir une image qui soit moins grosse. Ce anti-slash, ça veut dire que l'instruction commence à la ligne. Et vous voyez, j'utilise le hexa. apt-get install -yq pour installer PHP, la librairie Apache 2 et la librairie PHP MySQL. Et encore ce symbole pour pouvoir, à l'issue de l'installation, effacer tout ce qui aura été téléchargé dans les dossiers apt. C'est comme si je supprime des exécutables sous Windows. Donc on voit que le fait de mettre l'ensemble de ces instructions sur une même ligne, ça va permettre d'avoir une image qui soit moins grosse, moins grande. Au lieu de faire un run apt-get update et puis juste dessous un run apt-get install -yq curl apache 2, etc. Bien, le fait de les mettre sur une même ligne, ça permettra d'avoir une instruction qui soit moins grand, un fichier image pardon, qui sera moins grand. Expose 80, c'est cette instruction-là qui permet d'utiliser l'instruction -P pour pouvoir avoir un port qui sera exposé, un port aléatoire qui sera mappé au port 80 du conteneur. Donc si je supprime cette instruction-là est supprimée, l'option -P ne pourra pas être utilisée. Donc c'est expose 80 qui permet de pouvoir utiliser l'option -P. Workdir var www/html, ça c'est une instruction qui va permettre de pouvoir définir le répertoire de travail. C'est-à-dire que dès que je vais me connecter au conteneur, je serai dans ce dossier-là, et toutes les instructions qui vont suivre après s'exécuteront dans ce répertoire-là. Ici, donc, quand je fais par exemple un run rm index.html, ça veut dire que là, je suis placé directement dans ce répertoire et que cette instruction run rm index.html va effacer tout ce qu'il y a dans ce dossier. Alors, pour essayer de voir tout ça d'une manière un peu plus intéressante, on va d'abord faire ça. D'abord, tout simplement, faire des commentaires ici sur ces instructions-là, et puis je les décommenterai petit à petit. Donc, ce qu'on va faire également, on va faire un run ici. Hop. On va venir là. On va faire un run ici. On va venir là et on va faire un run ici. Donc voilà. Donc là, on a une image que l'on va construire pour bien comprendre à partir d'une image Ubuntu, le mainteneur. Donc ici, on a l'instruction non interactive, mise à jour des dépôts,
installation de Apache, installation des différentes librairies, on efface et on lance la commande en foreground ici. Je sélectionne tout ça, CTRL C, on va se rendre IMKDIR, DIR, Apache2 par exemple, CD Apache2, nano, Dockerfile, et on va coller tout le contenu ici en prenant soin de mettre entre commentaires tout ça, et on a réarrangé de cette façon-là. Je sauvegarde, hop, et je vais faire un docker build -t apache2 et je fais un point. Là. On attend que l'image se construise. On va déjà dans un premier temps aller voir son poids. Quel est le poids de cette image? Alors, une fois que l'image a été construite, si on fait Docker image, on voit l'image Apache 2 qui est là. On voit sa taille, elle est de 267 MB. Donc on retient ce chiffre, 267 MB, peut-être que vous avez un autre chiffre. Je vais faire un Docker RMI Apache 2, on va supprimer cette image. Et une fois que cette image a été supprimée, je vais faire un nano Dockerfile ici. Voilà. Pas du tout ça, Dockerfile comme ça. Et là, on va aller faire le hexa de tout à l'heure. Donc, on va faire hexa. Où est-ce qu'il est passé le hexa? Alors, hexa, on a dit, hop, je fais supprimer, je rappelle cette commande, je supprime le run, je vais faire un anti-slash pour dire que la commande continue à la deuxième ligne, je supprime le run, je vais faire hexa, un espace, je vais à la fin de la ligne, ici je vais faire un anti-slash, je viens ici, et là je vais faire un hexa, et il y avait déjà un hexa ici. Si je sauvegarde ici, et que je refais un docker build -t apache 2, donc on était à 267 MB tout à l'heure, on va voir la taille de l'image, elle devrait être moins grande, puisque chaque ligne qu'il y a dans un fichier Dockerfile, c'est une couche qui est rajoutée à l'image. Et là, le fait qu'on fasse qu'un seul run et on utilise l'instruction hexa, ben, ça permet, en fin de compte, de diminuer le nombre de couches. Donc là, on attend un petit peu. On attend un petit peu, donc l'image est en train de se construire en patiente. Le temps que la construction de l'image s'achève. Alors maintenant, si je fais un Docker image, pour voir un petit peu les images qui ont été créées, là on voit qu'on a une image qui est de 219 MB. Donc c'est un petit peu plus petit que ce qu'on avait précédemment. Je ne sais plus où est-ce qu'elle était passée, l'image précédente. Ben, elle était de 267, donc là on voit que la taille a diminué, donc puisqu'on a à peu près 50 MB de moins. Donc ça, c'est déjà pour expliquer ce premier point. Ensuite, si je vais sur l'expose qui est ici, voyons, si je tente de faire, sachant que ici, dans ce fichier Dockerfile, l'expose, on l'a mis entre commentaires. Bien. Si je tente de faire un docker run -itd -name compte Apache 2, par exemple, je vais créer
un conteneur Apache 2 et je vais faire moins grand P et je vais tout simplement donner comme image Apache 2 ici. Je valide. Alors ici c'est moins m, pas se tromper, moins m. Voilà. Je fais ça. Si je fais un Docker PS ici, eh ben je constate que malgré que j'ai fait le "-p", le port n'est pas exposé de manière aléatoire. Ça, c'est tout simplement dû au fait, si je rentre dans le fichier Dockerfile, que quand j'ai construit l'image, je n'ai pas mentionné ici que le port 80 doit être exposé. Si je le décommente, je refais donc chose là, je vais faire un docker rmi Apache 2, je vais supprimer l'image Apache 2. Alors attention, il faut d'abord supprimer le conteneur Apache, compte Apache 2, parce que le conteneur Apache utilise l'image Apache 2. Donc c'est pour ça que je ne parviens pas à la supprimer. Là, je l'ai supprimé. Donc si je fais un docker image, l'image n'existe plus. Si je le reconstruis, cette image, avec ce expose que j'ai décommenté, on va voir, cette fois-ci, si je rappelle l'instruction pour pouvoir créer dockerrun -itd -m compte Apache 2 -p Apache 2, hein, pour pouvoir créer le conteneur et exposer son port de manière aléatoire. Ici, si je fais un docker ps, je constate que cette fois-ci, le port est exposé. Donc voilà à quoi sert cette instruction qu'on voit ici, expose 80. Donc dorénavant, chaque fois qu'on veut créer une image et qu'on souhaite utiliser l'option "-p", il faudra utiliser l'instruction expose, et pour exposer le port 80. 80 pourquoi? C'est parce que c'est sur ce port-là que fonctionnera le service Apache. Alors maintenant, on va tenter de rentrer dans ce conteneur, docker exec -it. Le conteneur, il s'appelle compte Apache 2, bash. Et quand je rentre dans ce conteneur, si je fais pwd, je suis directement dans le répertoire inférieur. On va aller maintenant dans le Dockerfile, on va retirer cette instruction. Ça. Et je vais alors faire docker ps, je vais arrêter docker rm, je vais arrêter le conteneur Apache 2. Je vais le supprimer, donc il faut faire "-f". Je vais supprimer l'image Apache 2, docker rmi Apache, et je vais reconstruire mon image. Donc docker build -t Apache 2. Avec cette instruction workdir, hein, que j'ai décommenté. Et je vais recréer un conteneur sur la base de cette image. Docker run -itd -m compte Apache 2 -p Apache 2. Je valide. Et quand j'ai validé ici, si je fais un docker ps, j'ai le conteneur qui fonctionne en mémoire. Si je fais un docker exec -it Apache 2, si je fais un bash, alors c'est pas Apache 2, c'est compte Apache 2. Hein. C'est compte Apache 2, on va y arriver, compte Apache 2. Et là, je rentre directement dans le dossier workdir. Ça veut dire que, je rentre directement dans le dossier workdir, et ça veut dire également que toutes les instructions qui vont se faire, hein, si je fais nano dockerfile, toutes les instructions genre copy, add, etc., qui vont être réalisées dans mon conteneur vont se faire sur ce répertoire-là. On va aller le constater dans quelques instants.
Alors, continuons un petit peu au niveau de ces instructions. Alors, voyons cette instruction. Alors, d'abord, je reviens ici. On va sortir de ce fichier, CTRL-X. Donc, on va re-rentrer dans le conteneur, docker exec -it conteneur page. Donc, on est bien dans le dossier HTML. Si je fais un ls, il y a le fichier index.html qui est là. Ce fichier index.html, c'est quoi? C'est un fichier, c'est lui qui permet de faire afficher la page de Apache. Donc, il y a un fichier qui est créé par défaut. Je vais faire un exit. Et je vais faire un docker, je vais supprimer le conteneur. Donc docker rm compte apache 2 apache 2 -f1. Je force la suppression. Je vais faire un docker rmi apache 2. Je supprime le conteneur apache 2 et je vais rentrer dans le fichier dockerfile. Et là, je vais utiliser cette instruction run rm index.html sans préciser le dossier dans lequel je veux supprimer ce fichier. Pourquoi? À cause du fait que j'ai mis le workdir qui est ici, cette instruction rm index.html va aller me supprimer le fichier index.html, mais dans le dossier var www.html. C'est à ça aussi que sert workdir, c'est à préciser où va être exécutée cette instruction. Alors, donc, on va sauvegarder. Donc, si vous vérifiez votre fichier Dockerfile, il y a cette instruction qu'on a décommentée, celles qui sont au-dessus également. Donc, si je fais un docker ps, il n'y a plus le conteneur en fonctionnement. Et si je fais docker image s, il n'y a plus l'image Apache 2. Je vais recréer l'image, docker build Apache 2, je vais la recréer, cette image. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette instruction en plus. Et maintenant, si je recrée le conteneur, docker run-itd -m compte apache 2 -p apache 2. Si je rentre dans le conteneur, docker exec -it compte apache 2, et si je fais un bash, si je fais un ls, le fichier index.html a bien été supprimé dans ce dossier-là à cause de l'instruction workdir, l'instruction qui était juste après, on va sortir de là. Si je réouvre le fichier Dockerfile ici, on voit que cette instruction s'est bien exécutée ici. On a l'instruction copy qu'on a déjà vue. Cette instruction copy, elle permet de copier un fichier index.html dans ce dossier-là. On va essayer de changer ça. On va donc déjà venir ici. On va faire un copy. Index.html, et au lieu de préciser tout le chemin, on va lui dire de nous copier ça dans le dossier courant. Dossier courant qui devrait être celui-là normalement. Alors pour pas qu'il y ait d'équivoque, on va faire index1.html. On va sauvegarder. Première des choses, on va d'abord créer un fichier qui va s'appeler index1.html. On va le créer. Voilà, donc on va faire un ls pour s'assurer que le fichier index1.html existe dans le dossier où il y a le fichier Dockerfile. Ensuite, dans ce fichier, on va écrire une instruction HTML, par exemple, p. On va écrire bonjour. P. Et bon, on va mettre ça entre guillemets peut-être. Et on va envoyer ça dans le fichier index1.html. Si je fais un cat index1.html,
j'ai bien une instruction PHP dans le fichier index1.html. Alors maintenant, ce qu'on va faire, si j'affiche le fichier Dockerfile, on voit que dans ce dossier fichier Dockerfile, j'ai cette instruction que j'ai également décommentée. Donc normalement, le fichier index1.html devrait se retrouver dans ce dossier-là. On va aller supprimer le conteneur compte Apache 2. On va forcer la suppression. On va supprimer l'image Docker RMI Apache 2. Et on va lancer le build, un Docker build -t Apache 2. On va reconstruire l'image Apache 2. Voilà. On reconstruit cette image. Et cette image, une fois qu'elle est reconstruite, je vais recréer le conteneur. Dockerland-itd, -nem, compte Apache 2, -p Apache 2. Voilà. Je vais rentrer dans le conteneur, docker exec-it compte Apache 2 et je fais bash. Si je fais un ls, hop, le fichier index.html est bien là. Donc, ce qui est important, on a déjà vu cette commande compile, mais ce qui est important de comprendre, si je rentre dans le fichier Dockerfile, il est important de comprendre que du fait que j'ai fait le workdir, eh bien, le fichier index.html se retrouve ici. Alors voyons maintenant pour les fichiers de type tar. Donc, tar, c'est des fichiers archives. Je vais supprimer cette instruction et on va, même chose ici, on va demander à ce que un fichier archive.tar qu'on va aller créer soit copié dans le dossier courant. Donc on va voir que cette instruction workdir, elle affecte toutes les instructions qu'il y a en dessous ici. Alors déjà, le archive.tar, on va essayer de s'en créer un. Alors pour ça, on va faire un touche fichier 1.txt. On va faire un écho bonjour. On va balancer dans le fichier qu'on va envoyer dans le fichier 1.txt. On va se créer un deuxième fichier et on va faire un écho bonjour qu'on va se créer dans le fichier 2.txt. Si je fais un ls, j'ai ces deux fichiers-là qui ont été créés. Ces deux fichiers-là ont été créés. Maintenant, on va voir comment on fait une archive avec ces deux fichiers-là. Donc, on va aller sur Google. Google, on va faire créer archive avec tar. Alors, pour créer une archive avec tar, on va aller voir un peu les instructions. Voilà, on les a ici. Allez, on descend. On va aller se retrouver les commandes. On y va. Alors, tar permet de créer un fichier archive, mais ne compresse pas. Donc, pour compresser un répertoire ou bien un seul fichier, donc on nous demande de faire ça. Ok. Ici, voilà, donc on a cet exemple-là. Compresser plusieurs fichiers à la fois. Bon, ça c'est bien, ça on va donc utiliser cette instruction-là. Donc c'est l'instruction tar -czvf. Alors si je vois un peu, si je reviens sur le site, on donne l'archive. Donc on va l'appeler archive .tar directement. Et on veut archiver le fichier 1.txt et le fichier 2.txt. Voilà, donc on a archivé ces deux fichiers-là. Si je fais un ls, j'ai bien créé l'archive et je vais pouvoir supprimer les fichiers qui sont non archivés, fichier 1.txt, et je vais supprimer le fichier 2.txt.
.txt. Voilà, je vais faire un ls. Donc, dans le dossier où j'ai le Dockerfile, j'ai index1.html et j'ai archive.tar. Je retourne dans le fichier Dockerfile pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est. Et là, l'objectif, c'est de faire un add. Cette archive-là, je souhaite l'envoyer dans le répertoire courant qui est celui-là. Alors pour ça, donc on va faire un CTRL X ici. Et maintenant qu'on a fait ça, on va d'abord faire un docker ps pour pouvoir supprimer notre conteneur Apache2 qui est encore en fonctionnement, "-f, et on va supprimer également l'image Apache2. Je la supprime, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais reconstruire cette image avec les nouvelles directives, "-t Apache2 et je mets un point. Voilà. Après avoir fait ça, je vais reconstruire le conteneur ici. Docker lan -itd -m compte apache2 -p apache2. Je valide. Si je fais un docker ps, mon conteneur est en fonctionnement. Si je fais un docker exec -it compte apache2 et si je fais un bash, je suis dans le conteneur. Si je fais un ls, les fichiers ont été décompressés. Donc, voilà à quoi sert la commande add. Elle permet de pouvoir décompresser une archive. Alors, on a fait ça. On va encore supprimer le conteneur Apache2 -f et on va également supprimer l'image Apache2. Je vais revenir dans le fichier Dockerfile qui est ici et on a une dernière instruction. Alors l'idée ce serait d'aller chercher un fichier compressé qui serait sur le GitHub. Alors je ne suis pas certain que ce lien soit encore valide. On va jeter un coup d'œil. Voici, il est encore valide. Bon, bah, c'est parfait. Donc, là, l'idée, on a l'URL vers un fichier sur GitHub et on va utiliser l'instruction add pour voir si on peut aller récupérer directement un projet sur GitHub. Et alors, je ne vois pas très bien la suite de mon fichier. Je vais essayer de... Voilà, essayer de bouger là. Pas ce que j'ai fait exactement. Le symbole supérieur, on l'enlève. Et on va mettre point directement ici pour voir si on parvient donc à pouvoir récupérer ce projet et le décompresser. Ici, on va essayer ça. Hop. Alors, on va se faire un docker -t apache2. On va se faire un docker lan -itd -m compte apache2 -p apache2. On va se connecter au conteneur. On va faire un ls. Et là, on a bien le fichier qui a été importé. Bien sûr, il faudra une instruction de décompression. Donc on voit qu'on peut aller rechercher des fichiers même sur Internet avec la commande add. Ça permet de voir un peu la différence entre add et compile. Voilà un petit peu pour ces instructions en plus concernant le Dockerfile. Donc ça nous a permis de rajouter des instructions expose, la façon dont on diminue la couche, l'image, et que toutes les instructions qui viennent après le workdir s'exécutent par défaut dans ce répertoire-là. Alors maintenant, on revient un petit peu sur notre cours. Donc là, on a l'image Ubuntu.
qu'on a reconstruit à partir de ce document-là. Et on a une image également MySQL hein, que l'on reconstruit à partir de cette image-là. Voilà, donc je vais aller construire. Donc je mets Ubuntu. Alors, est-ce que ces dossiers-là seront importants ici? Je pense pas. Donc ça, je vais supprimer. Le update, le front-end non interactive, la modification du... Voilà. Et puis quelques... Voilà. Et puis là, on va exposer le port 3306. Allez, on va... oh là là, on va récupérer ce fichier, comme ça, et on va aller cd point dans un dossier mkdir MySQL. Ah, il existe déjà mkdir, on peut le supprimer, hein. Sudo rm -r MySQL. Voilà. Et donc mkdir MySQL. Je vais dans le dossier MySQL, un nano Dockerfile. Ah, bon, je me suis trompé dans l'orthographe. Et on va coller toutes ces instructions. Alors ici, une instruction en plus, l'instruction env. env, c'est une instruction qui permet de définir une variable d'environnement. Parfois, on peut avoir besoin d'une variable d'environnement. On va voir ce que ça fait dans notre conteneur. Hein. Toutes les autres instructions, on les connaît. Voilà, donc on va faire un docker build -t mysql. Alors là, il me dit fail to solve confound yanran, donc sûrement il doit y avoir une erreur dans mon fichier. Alors from Ubuntu, env, ah oui, env, là il n'y a pas de ça ici, hein, puisque c'est pas une commande qui va continuer à la ligne. Hein. Donc c'est à cause de ça, on sauvegarde et on recommence. Voilà, normalement là ça devrait marcher. On patiente un petit moment que la construction de l'image se fasse. Voilà, donc on va attendre hein, que l'image soit construite. Voilà, donc notre image a été construite. Alors on va faire un Docker PS déjà. On va supprimer le conteneur Apache. Docker rm compte Apache, Apache 2. Apache 2 -f. C'est ça, déjà pour commencer. Alors maintenant, on va créer d'abord, puisqu'on a l'image, on va d'abord créer le conteneur MySQL. Docker run -itd. Alors, -nem, Apache compte MySQL. Voilà, c'est ça. Et on va faire -p 3306, 2.3306, et il s'agit du conteneur de l'image MySQL. Donc là, on crée l'image MySQL. Et maintenant qu'on a créé l'image MySQL, on va relier cette image MySQL, donc ça fait toujours partie de notre cours des réseaux, on va le relier avec un link. Alors, on va peut-être aller récupérer cette instruction. Comme ça, on va pouvoir mettre à jour notre document ici. Hop là, comme ça. Et maintenant, on va tout simplement relier, on va faire un -link, MySQL 2.db, c'est-à-dire on va utiliser un alias hein, qu'on va attribuer au conteneur MySQL.
et on va le relier ici au conteneur Apache qui fera fonctionner l'image Apache 2. Comme ça. Zut. Apache 2, on y arrive. Voilà, je vais récupérer cette instruction. Peut-être... oh non, c'est bon. On va faire comme ça. Hop. Alors c'est vrai, c'est pas le conteneur MySQL, hein, c'est le conteneur, on l'a appelé compte MySQL. Hein. Compte MySQL. Voilà. On relie hein, via le réseau. Donc, c'est plutôt cette instruction-là. Hop. Comme ça, ici. Voilà, c'est parfait. Et là, donc si je fais un Docker PS, donc j'ai relié le conteneur compte MySQL avec le conteneur Apache. Donc rentrons dans le conteneur Apache, docker exec-it, compte Apache. Alors si je fais un cat /etc/hosts ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le conteneur Apache, MySQL, il est bien relié au conteneur Apache, puisqu'on voit que dans le fichier host, son adresse IP avec son alias, son idée de conteneur et le nom du conteneur ont été intégrés. Et donc là, je peux très simplement faire un ping db. Un ping n'existe pas. Donc là, il faudrait la commande ping à installer, mais ça veut dire que je peux communiquer avec ce conteneur et avec cet alias. Donc voilà pour les réseaux Docker. Alors il y a un autre type de réseau, on va voir, hein, c'est les réseaux via Docker Swarm, mais déjà on va s'arrêter là pour aujourd'hui.